Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour une vidéo consacrée aujourd'hui à Hearthstone. Enfin, je peux vous faire une vidéo Hearthstone. Je vous raconte pas les galères, là j'avais préparé des decks pour vous faire découvrir un petit peu ce qui joue actuellement dans la méta. Et chaque fois j'avais pas le temps, chaque fois je devais reporter. Et puis finalement je me suis dit, il y a Karazhan qui va arriver, il y a la méta qui va changer, il y a des nouvelles cartes. Je vais plutôt attendre Karazhan et je vous ferai découvrir, une fois que toutes les cartes seront disponibles, un petit peu toutes les cartes de l'extension Karazhan. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais profiter que tout soit disponible pour vous faire un petit inventaire. Pourquoi je le fais pas plus tôt? Parce que je veux dire, les cartes, on les connaît. Avant que l'extension sorte, il y avait déjà des sites et tout qui faisaient des reviews. Tout simplement parce que je préfère vous présenter les cartes une fois qu'elles sont toutes sorties et surtout qu'elles sont jouées. Parce que combien de cartes, quand on les présente en début d'extension, on se dit « Waouh, putain, elle a l'air bien et tout, celle-là, je vais la jouer. » Puis au final, dans les faits, une fois que vous la mettez confrontée à la méta, à ce qui se fait déjà, la carte, elle n'est pas OP. Alors que là, voilà, à part les dernières cartes qui sont sorties, là, les toutes dernières faisant partie de la partie flèche, là où donc, vous combattez le prince Malkézar, à part ces cartes-là, j'avoue que je n'ai pas encore beaucoup joué. Toutes les autres, on va pouvoir un petit peu faire le tri et savoir ce qui est bien, ce qui est jouable. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'argent pour acheter cette extension? Vous allez avoir la réponse tout de suite. C'est parti! Alors voilà, petit switch de scène. Voilà, là on se trouve donc dans ma collecte. Je vais filtrer pour ne garder que les cartes de Karazhan. Et donc on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'on nous a fait de beau pour cette extension. Alors, commençons par la première. Le Corbeau Enchanté. Alors le Corbeau Enchanté, c'est je pense une des meilleures cartes qui a été donnée aux druides dans cette extension. C'est vraiment ultra puissant. Vous avez 1 pour une 2-2 qui est bête. Là vraiment c'est juste parfait. C'est vraiment peut-être un des meilleurs tours 1 que vous pouvez faire actuellement dans la méta. Le fait que ce soit une bête, c'est pas anodin. Depuis quelques temps, on voit que Blizzard nous pousse un petit peu vers un jeu bête du druide. Et alors là, en plus, ils leur ont filé un tour 1 de folie. Donc vraiment, ouais, si vous voulez jouer druide, celle-là, elle rentre dans quasiment tous les decks. Un petit peu moins dans un deck genre Miracle ou Cthulhu, mais vraiment dans le jeu bête, dans un jeu aggro, dans un jeu ramp, même dans un jeu mid, elle est vraiment OP cette carte, c'est bien pété. Ensuite, vous avez la gardienne de la ménagerie qui est 5-5 pour 6. Donc voilà, il vaut mieux qu'elle ait un bon pouvoir du coup. Choisis une bête alliée et invoque une copie. Alors en fait, pareil, c'est un nouveau boost pour le jeu bête du druide. Comme vous pouvez le voir, ça donne un card advantage sur la table de malade, tout simplement. Conditionné, bien sûr, par le fait que vous ayez une bête sur le plateau, mais dans un jeu bête, généralement, vous en avez toujours 2 ou 3 si vous avez bien géré votre coup. Et quand elle arrive, elle tour 6, généralement, vous pouvez même copier une créature qui a coûté 4 ou 5. Le combo qui se joue actuellement, c'est vous jouez le Tigre de Strangleronce 5-5 camouflage pour 5, donc qui est une très bonne carte, et vous la copiez avec elle. C'est-à-dire que vous la sortez, généralement pour ne pas vous la détruire parce qu'elle est camouflée, vous la copiez le tour d'après avec cette carte. Vous attaquez à votre tigre camouflage et le tigre camouflé attaque le tour d'après. Donc vous avez fait 10 de façon assez facile. Donc c'est un combo qui marche bien. Bon, ça implique que vous jouiez un druide un petit peu plus mid que le ramp aggro cancer habituel. Mais ça marche très bien. Très bonne carte pour le jeu bête. Et la dernière carte qui m'est parvenue, donc c'est le Portail de Reflet de Lune. Pour 6, vous restituez 6 PV, donc on est bon. Mais en plus, elle invoque une bête qui coûte 6 cristaux. C'est une bonne carte. Ce qui la met un petit peu en branle, c'est ce côté aléatoire. Des fois pour 6, vous n'avez pas la carte que vous voulez. Bon, généralement pour 6, vous avez quand même des beaux bébés. Vous pouvez tomber sur un Cairn, vous pouvez tomber sur une Sylvanas. Mais voilà, déjà récupérer 6 PV, donc se refaire un petit peu la santé et reprendre du board, quand même c'est pas mal. Donc ouais, la carte, je pense que vous pouvez la jouer dans un druide miracle par exemple, ça peut très bien faire le café. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le druide quand même, il a été pas mal gâté alors qu'il était déjà bien fort. Saloperie de druide, va. Passons chez nos amis les chasseurs.
Alors voilà, 3 cartes à petit coup. Donc en fait, je pense que secrètement, on essaie de nous ramener le hunt aggro, n'est-ce pas? Vous avez la gentille grand-mère. 2 pour une 1-1 et Ral. Attendez, je vous la mets en gros. 2 pour une 1-1. C'est une bête. Voilà, c'est pas mal. En fait, franchement, quand c'est une bête, vous pouvez vraiment compter que c'est devenu un boost maintenant. Il y a quand même pas mal de cartes qui font la part belle aux bêtes. Donc quand la carte n'est que 1-1 pour 2 mais est une bête, ça peut être compté comme un avantage. Et en râle d'agonie, et c'est là où ça commence à devenir un petit peu pété, invoque un grand méchant loup 3-2. Donc ouais, la carte elle est carrément OP, elle est jouée. Vous avez un Hunt Enzot, je vous rappelle, qui est super sympa, ben, ça viendra booster ce jeu là. Donc ouais, vraiment OP. Je l'ai testé, en plus le dessin est super sympa. Donc ouais, vraiment une carte qui va se jouer. Le card advantage est vraiment complètement broken. La surprise du chef. Très joli dessin au demeurant. C'est un secret pour 2. Donc secret, ouais. Après que votre adversaire a lancé un sort, invoque une panthère 4-2 avec camouflage. Eh ben c'est encore des belles saloperies ça. Donc il y a un deck Hunt secret qui se joue actuellement, qui est pas mal, et elle rentre dedans, vous pouvez en mettre une. Si vous tombez contre les mages tempo, là, ou même un druide miracle, ou un rogue miracle, donc il y a quand même des decks qui jouent mass spell. Cette carte elle est tout indiquée, 4 de camouflage, franchement, donc vous savez que le mec il va se prendre 4 dans la bouche le tour d'après, parce qu'il aura eu du mal à s'en débarrasser de votre bête avec le camouflage. C'est vraiment sympa, donc ouais, moi je la recommande, celle-là aussi, encore une bonne carte pour le hunt. Et la dernière, voilà, c'est elle qui... Il y a un deck antique construit autour, pas mal celle-là. 3 pour une 3-4, donc déjà, stat parfaite. Vos secrets coûtent 0 cristaux. Alors... une petite précision, quand vous la posez, genre si vous avez 3 secrets en main, vous posez les 3. Vos secrets coûtent 0, tout le temps. Donc j'ai joué le deck, c'est très puissant, ça vous met rapidement à l'aise. Le seul souci, alors ça se combine très bien avec le prêt à tirer. Vous posez ça, vous faites prêt à tirer, vous posez 1 ou 2 secrets, vous piochez 2 cartes, et vous avez votre 3 cartes, vous avez vos secrets, ça se passe très tôt dans la game, ça, c'est ça qu'il faut voir aussi. Donc une très bonne carte. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'est que si vous n'avez pas prêt à tirer, vous avez une main quand même qui part très vite. Et en chasseur, c'est quand même dur de repiocher des cartes. Donc voilà, un gros bémol, attention, vous vous videz la main et vous vous retrouvez rapidement démuni. Par contre, sur le plateau, vous serez hyper costaud. Donc voilà, 3 très bonnes cartes pour le chasseur également. Allons chez nos amis le mage. Ah, parlons-en de celle-là. Pour 1, une 1-1, donc voilà, au premier tour vous avez votre carte. Ajoute un sort de mage aléatoire dans votre main. Les gars, sérieux. Ah, faut arrêter les conneries là. Là, c'est typiquement une carte vraiment broken. Vous avez actuellement un mage tempo qui tourne du feu de Dieu et qui est très agréable à jouer. J'adore ce deck là, celui avec les mages Atis-Flamme. Alors d'aller leur donner ça, franchement c'est pas cool. Là vous voulez vraiment que les mecs en PLS quoi. Donc c'est une très bonne carte. C'est vraiment une très bonne carte dans un deck. Et en plus c'est pas pour jouer autre chose que le tempo, c'est pour renforcer le tempo. Donc en fait c'est ça, voilà, c'est le seul truc que je trouve dommage, c'est que il n'y a pas 36 façons de jouer le mage actuellement. Vous avez le mage tempo, vous avez le mage freeze qui est chiant comme pas permis à jouer. Et maintenant ben voilà, vous renforcez en fait la conviction que ce sera que du mage tempo pendant quasiment toute cette méta. C'est dommage, mais sinon ouais, super fun. Notre deuxième carte, vous avez donc le valet de Medivh, 2 pour une 2-3, ok. Cri de guerre, si vous contrôlez un secret, inflige 3 points de dégâts. Donc au deuxième tour, vous avez quand même un truc qui fait mal. Le seul problème, c'est que si vous jouez donc le mage secret, parce que là clairement c'est un appel au mage secret cette carte, hein, au deuxième tour vous n'aurez pas de secret, parce que les secrets du mage sortent pour 3. Et en fait c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que bon, au deuxième tour, d'arriver de mettre 3, ça aurait été broken. Donc là, virtuellement, avec une mauvaise main, ça vous ne le sortez qu'au tour 4. Donc vous mettez quand même 3 dégâts, vous avez quand même votre petite de 3 sur la table, mais je trouve que voilà, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage là qu'il y ait ce petit contretemps. Donc voilà, le mage a... Ah ouais, attends, déjà j'en ai oublié une. En plus, une des meilleures. Le portail des terres de feu, pour 7, bon, c'est cher.
Inflige 5 points de dégâts, invoque un serviteur aléatoire coûtant 5 cristaux. Alors c'est costaud, je mets un gros bémol parce que ça coûte 7. Ça coûte 7, c'est moins puissant qu'une boule de feu, et surtout au tour 7 généralement avec le mage, vous mettez le choc de flamme pour nettoyer la table. Là, de cibler qu'une seule créature, même si ça vous fait pas un monstre avec 5 cristaux, ce qui est pas dégueu. Après ça joue, franchement dans le match tempo, y en a qui le mettent. J'ai pas été super convaincu, mais bon, ça reste très honorable. Je vous dis juste qu'au tour 7 avec le mage, il y a peut-être autre chose à faire. Après vous mettez 5 points de dégâts, vous pouvez les coller dans la tronche du gars. Tour 4 la boule de feu à 6, tour 7 les 5 points de dégâts. Je veux dire, il y a moyen quand même d'être très agressif et d'avoir une bébête sur le dos. C'est clairement pas dégueu, on va pas se mentir. Donc ouais, le mage, pareil, a bien été boosté aussi. Nous passons chez nos amis les paladins. Alors, le Templier plaie de nuit. Pour 3, vous avez une 2-3. Cri de guerre, si vous avez un dragon en main, invoque 2 dragonnets 1-1. Donc, pareil, on nous fait revenir un petit peu le paladin dragon, qui était agréable et vraiment pas dégueu à jouer. Et là, quand même, ça c'est bien broken, c'est vraiment broken. Déjà au niveau des stats, c'est pas mal. 3, vous avez 3 dans le dû. Si vous avez invoque 2 dragonnets 1-1, donc en fait, au 3ème tour, vous pouvez potentiellement sortir 2-1-1. En fait, si vous visualisez un petit peu le deck dragon, au 3ème tour avec le paladin, vous pouvez sortir ou ça, ou je sais plus comment elle s'appelle, la 3-4, celle qui devient 3-4 au tour 3, si vous avez un dragon dans les mains, la neutre. Donc il y a quand même moyen de faire un paladin dragon qui est pas dégueu. Clairement là, ça vous fait un early game sympa, alors une fin game forcément avec les dragons puissantes. Donc ouais, très 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 bonne carte. Vous avez donc le portail vers l'une d'argent, hein, je classe son petit portail. Pour 4, vous donnez +2/+2 à un serviteur, et on sait tous que le jeu paladin se marie très bien avec des boosts. Invoque un serviteur aléatoire coûtant 2 cristaux. Alors, est-ce que ça, vous considérez que c'est mieux que je sais plus comment elle s'appelle, de donner +4/+4 à un mob? C'est très discutable. Même si ça, quand même, genre dans un jeu de token, c'est vrai que de booster une carte et d'invoquer une créature, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc pareil, je suis pas super convaincu par les portails, mais j'admets que ce sont des bonnes cartes. Par contre, voilà, il faut juste un petit peu comparer avec ce qui se fait déjà au même tour. Voilà, en fait, c'est juste votre philosophie de jeu. Est-ce que vous considérez qu'il vaut mettre +4/+4 et bourré, ou que +2/+2 mais une autre créature, ce qui fait une nouvelle target? Ça dépend un petit peu, c'est vous qui voyez. C'est juste vous proposer une alternative un petit peu plus tactiquement un petit peu différente. Mais ça reste une bonne carte. Et vous avez le Cavalier d'Ivoire. Alors là, je l'ai testé personnellement. Pour 6, une 4/4. Découvre un sort, un cri de guerre. Rend un montant de PV équivalent à son coût à votre héros. C'est une très très bonne carte. Il y a un paladin qui tourne actuellement, où on se rend beaucoup de PV, où on est très très dur à tuer, où il y a masse sort de heal et tout. Et bien cette carte, elle est juste imba dedans. Parce que quand même, bon, elle sort au tour 6. Je vous avoue, c'est tour 6, c'est le tour de Sylvanas, le tour de Cairn. Ouais. Mais par contre, vous avez un sort. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Ok, vous reprenez des PV, mais vous piochez un sort. C'est-à-dire que ça vous donne une 4/4, rend des PV et un sort en plus dans la main. Et là quand même, ça commence à devenir intéressant. Ça commence vraiment à devenir worth it, ce genre de carte. D'en mettre 2, je pense que c'est un petit peu beaucoup, mais 1 il rentre. Franchement, 1 il rentre easy. Ouais, bonne carte pour le paladin. Allons chez ce pauvre prêtre. Ce pauvre prêtre, lui, vraiment, depuis le début, j'ai beaucoup de mal sur cette méta avec le prêtre. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'a fait Karazhan pour lui redonner un petit peu la banane à notre prêtre? La fameuse purification. Pour 2, réduit au silence un serviteur allié, vous piochez une carte. Alors, c'est une carte à combo.
Voilà, c'est clairement une carte à combo. Vous avez vraiment des cartes comme ça, là, comme la statue 7-7, là, qui sort pour 4, qui peut pas attaquer quand elle est, à moins qu'elle soit seule sur la table. Vous avez le maître lame blessé. Il y en a encore une autre là qui est bien jouée. Il y en a une troisième dans le jeu de purification. Enfin bref, voilà, en gros, vous la combotez avec une créature qui a un malus. Et tout de suite, ben voilà quoi, ça vous en fait une carte puissante pour 2. Et en plus, vous reprenez une carte dans les mains. Donc, très bonne carte, il y a un très bon jeu qui va avec, le jeu est très fun à jouer, moi perso j'ai un petit peu de mal avec le prêtre, vraiment j'arrive pas à grand chose avec, mais voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de tester le prêtre purification, il y a des joueurs qui ont eu des résultats avec, donc il faut réussir à passer les gens, donc il y a un truc à faire, mais c'est fun, vraiment pour le fun c'est une très bonne carte, tout ce qui fait piocher est une très bonne carte. Le prêtre du festin, pour 4, une 3-6, donc déjà elle sera chiante à tuer. Chaque fois que vous lancez un sort, rend 3 PV à votre héros. Et ben ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal parce que voilà, vous pouvez la jouer dans un jeu purifié. Voilà la carte que je vous ai présentée précédemment. La carte, elle est dure à tuer quand même. 6 au tour 4, c'est beaucoup. Et on est d'accord que le prêtre, ça se joue quand même avec masse, sort. Et vous allez voir que la créature est dure à tuer et vous serez difficile à tuer. C'est pas une créature qui fait la décision en fait, voilà, c'est ça le problème. C'est pas cette carte qui va vous renverser la game. Par contre, cette carte va vous rendre dur à tuer. C'est deux choses vraiment différentes. Vous pouvez faire chier votre adversaire, vous pouvez vraiment le pousser dans ses retranchements pour vous tuer, mais ça vous fera pas gagner la game. Mais donc, quand même, au demeurant, pour la survie, une carte qui se joue très facilement au tour 4. Voilà, carte à combo. 5 pour une 3-4. Bon, déjà, au niveau des stats, on n'est pas bon. Putain, c'est vraiment pas bon de 3-4 au tour 5. Cri de guerre, invoque un serviteur aléatoire mort pendant cette partie. Et voilà, et là, par contre, le sort est très très bon. Puisque donc, au tour 5, vous avez votre 3-4. Et ça vous fait raise l'un de vos serviteurs qui a été tué. Il y a un jeu qui est très très bon qui se combote avec le maître lame blessé. Puisque donc, votre maître lame blessé arrive. Vous pouvez lui remonter les PV, le cercle de soins, donc vous avez au 3ème tour une 4-7. Elle sera target, elle sera tuée par l'ennemi, et tour 5, vous la ramenez, mais en 4-7, puisque quand vous la ramenez, bien sûr, elle ne fait pas son cri de guerre. Donc en fait, un très bon jeu combo avec le maître lame blessé, que je vous recommande. Donc en fait, ouais, cette carte prend tout son sens dans le combo. Et pareil, là, c'est un peu comme Purifié, il y a vraiment un jeu très sympa à faire avec ça, que je vous invite à jouer. Donc ouais... Pour rester 2 secondes sur le prêtre, comme vous pouvez le voir, les classes d'avant s'en sortaient déjà très très bien, elles ont été renforcées. Le prêtre a été renforcé, mais bof, c'est quand même pas terrible ce qu'on a vu là. C'est fun, je suis ok, c'est super fun, mais bof quoi, voilà. Alors, le voleur qui a eu très très bon coup de boost durant la dernière méta, est-ce qu'il a été augmenté avec Karazhan? Un fiefé Forban, 1 pour une 1, parfait, qui est un pirate, encore mieux. Cri de guerre, ajoute une carte de classe aléatoire dans votre main. Ah bah c'est merveilleux. Comme je l'ai dit plusieurs fois, le voleur, il lui manquait plein de petits trucs comme ça, là, des cartes qui sortent au début de la game, tour 1, tour 2, tour 3, qui donnent des cartes, qui font piocher et tout. Il leur a amené tout ça, et là on le renforce encore. Le tour 1, là... pour 1, vous aviez un sort là, qui vous faisait découvrir une carte aléatoire, voleur dès le début, qui est une très bonne carte. Et bien là, ça vous rajoute encore un sort supplémentaire. Le card advantage est fondamental. Et là, tout ce qui vous donne un truc de plus dans la main, c'est fondamental aussi. Donc cette carte, elle est vraiment très très bonne. Et pourquoi je dis ça aussi? Parce que le voleur, c'est une classe à combo. C'est une classe qui se marie très bien avec le Gobelin Priseur, donc c'est une classe miracle. Et de vous rajouter encore une carte en plus dans la main pour 1 avec une 1 au premier tour, non, vraiment, même si bon, c'est ultra aléatoire, hein, j'ai envie de dire encore heureux, sinon ce serait vraiment pété. C'est une très bonne carte. Vraiment, testez-la, c'est super fun. Et vraiment, même si le rogue, il a pas les résultats en termes de performance des grosses classes, là, comme le druide ou le chaman ou le chasseur, c'est vraiment devenu, je trouve, la classe la plus sympa à jouer. Voilà, maintenant, ce serait bien qu'au bout d'un moment, elle soit un petit peu pétée, qu'on puisse un petit peu monter nos voleurs d'aura à 500 victoires. La fourchette mortelle. Pour 3, vous avez une 3-2. Ral d'agonie, ajoute une arme 3-2 dans votre main.
Alors de premier abord c'est sympa. 3, vous avez 3 en attaque, ok. Râle d'agonie vous met une arme dans la main, mais l'arme que vous avez dans la main, donc qui sera 3-2, il faudra la réinvoquer. Voilà, c'est le seul problème. Donc en fait, si vous voulez, si la carte, elle vous tombait genre comme ça faisait avec UTR, que la carte était détruite, elle venait se poser directement à côté de vous et vous pouviez taper, ça aurait été un peu plus sympa. Là, du coup, le fait qu'elle retourne dans votre main, qu'il faut la réinvoquer, alors ça vous donne une carte, ça vous donne du carte advantage, c'est sûr. Par contre, c'est juste un petit peu moins bien. Je l'ai joué cette carte, elle est sympa. Je pense pas que c'est avec elle qu'on fera de la performance. Voilà. Le colporteur éthérien, vous avez donc 5 pour une 5-6. En cri de guerre, réduit de 2 cristaux le coût des cartes d'autres classes dans votre main. Alors déjà, au niveau des stats, elle est parfaite. Elle est très très bonne. Et alors, réduit de 2 cristaux le coût des... Alors, c'est clairement une carte à combo. Le problème, c'est qu'actuellement, je ne l'ai pas vu tourner, parce qu'au moment où je vous parle, je l'ai eu juste ce matin. J'attends de voir. Vous avez pas mal de cartes là qui vous font venir, avec le voleur surtout, ouais, qui vous font popper dans votre main des cartes de la classe d'en face. Notamment le Forban là qu'on a vu tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a vraiment, il faut un petit peu se pencher sur la question, mais il y a un vrai, même de la comboter avec le prince Galiwix, bon qui est permafocus, mais il y a vraiment moyen de la comboter avec quelque chose, et rien qu'avec les stats elle devient intéressante, et en plus si elle vous permet de réduire le coût là, des cartes que vous avez dans les mains, ouais, il y a un truc à tenter avec, je peux pas encore vous dire quoi, je peux pas encore vous dire si c'est efficace, mais il y a vraiment un truc à tenter avec cette carte. Je sais pas si ce sera efficace, mais dans tous les cas, ça promet d'être super fun. Donc ouais, le voleur, à part cette 1-1 un petit peu broken, c'est assez moyen. Alors que pareil, c'est comme le prêtre, c'est une classe qui a vraiment besoin de prendre un coup de pied au cul, quoi. Bref. Nos amis chamans, qui sont bien pétés. Alors, vous avez des griffes spectrales, donc pour 1, vous avez une arme qui va taper dès le tour 1 et 3 fois, en plus avec un super design. Plus 2 attaque tant que vous avez dégâts des sorts. Alors, je ne l'ai pas encore testé, mais si je comprends bien, si on joue une carte qui booste les dégâts des sorts, genre le Drake Azur, pour citer une des meilleures qui est quasiment jouée dans tous les decks, elle possède plus 2 en attaque, c'est-à-dire que vous avez donc 3-3. Quelle carte de early game donne du dégât des sorts et est viable? Le mage Talnos. Sinon, en chaman, à voir. Pour moi, là, à vue de nez, au vu de ce qui se joue, notamment, vous savez, dans les decks totems surchargés et tout, à part Talnos, j'en vois pas. Donc, après, attendez, pour une 1-3, là, d'avoir une arme dès le début, c'est pas de surcharge ni rien, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Cerise sur le gâteau, si vous jouez Talnos ou une autre, vous avez une 3-3. À voir, à tester, à voir vraiment s'il y a une carte qui répond un petit peu à cette demande. Le portail du Maelstrom, sûrement peut-être un des meilleurs portails, alors que c'est le plus petit. Pour 2, vous infligez 1 point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Ça c'est bon ça. Invoque un serviteur aléatoire coûtant 1 cristal. Alors, le chaman, c'est une classe actuellement qui a très facilement l'avantage de la table. Il y a un chaman là où vous vous retrouvez avec masse totem, masse créature, vous avez moyen d'avoir rapidement un board super plein. Là en plus, vous avez votre sort qui va bien faire chier le mec d'en face, et en plus ça vous file votre petite créature en plus. Ce portail est très très bon. Je dis pas qu'il faut en mettre 2, mais genre si vous mettez un comme ça et une chaîne d'éclairs, vous vous mettez bien au niveau du contrôle. Donc ouais, très très bonne carte. C'est le plus petit portail le plus intéressant pour moi. La méchante sorcière. Pour 4, une 3-4. Ok. Chaque fois que vous lancez un sort, invoque un totem basique aléatoire. Basique. Très important. J'ai un deck avec la méchante sorcière, un deck aggro là, que vous faites popper masse créature, vous jouez avec l'évolution, vous jouez avec la fortification totémique et vous jouez avec la blood, qui est très très bon. Cette carte est vraiment pas mal. Vous avez pas mal de spells dans le deck chaman, et là voilà, non seulement donc vous allez pouvoir gérer avec vos spells, mais en plus vous faites pop des totems. Et sachant que vu le nombre de cartes sympas là, qui peuvent être utilisées avec des totems pour les booster, en avoir plein sur la table, vraiment, ça a du sens. C'est une très bonne carte.
Dans un jeu totem, vous pouvez aisément la jouer. Et je vous dis, le deck sorcière chaman totem tourne très très bien. Donc voilà, bah écoutez, le chaman se portait bien. Et bien avec Karazhan, il se porte encore un petit peu mieux. Mais c'est pas un truc de fou, hein. Mais voilà, des cartes fun et sympa à jouer aussi. Le démoniste. Alors, le diablotin de Malkézar. Pour un, vous avez une 1-3. Ouf. Démon. Chaque fois que vous vous défaussez d'une carte, vous en piochez une. Alors écoutez, il y a un deck défausse démono qui va se monter. Il y a beaucoup de cartes là où on entend parler de la défausse, des faits et tout. J'attends ce jeu avec impatience. Je suis sûr qu'il y a moyen quand même que le jeu tourne très très bien et surtout soit hyper fun à jouer. Ou est-ce que vous visualisez un petit peu le point de Jaraxxus, le feu de l'âme, du coup maintenant cette carte qui va pouvoir vous redonner du card advantage quand vous perdez une carte. Vraiment, il y a un truc à faire avec ça. Il y a des cartes qui ont été laissées sur le côté parce que la défausse c'était mal vu, même si le pouvoir du démoniste quand même ça permettait un peu d'atténuer. La défausse était mal vue chez le démoniste. Je pense qu'avec ça, il y a quand même moyen d'un petit peu renverser la tendance. Rien que 1 pour une 1-3 les gars. Le démoniste quand même, sur les premiers tours, c'est vraiment sale quand même le démoniste sur les premiers tours. Faut dire ce qui est, vous avez une 3-2, vous avez une 1-3 provoque, vous avez maintenant celle-là. Oh, faut se calmer sur l'heure, il y avait le démo les gars. Alors, ensuite vous avez le golem d'argenterie. Très beau dessin, demeurant. 3 pour une 3-3, nice. Si vous vous défaussez de ce serviteur, l'invoque. Qu'est-ce que je vous disais? La défausse. Voilà, encore une fois, on nous incite à jouer un démoniste défausse. Et celle-là, du coup, elle a aucun défaut. Elle est parfaite. 3 pour une 3-3. Elle part sur le plateau si vous en défaussez. Et sachant que quand vous êtes démoniste, il y a quand même moyen de défausser facilement. Donc, ouais, celle-là aussi, je cautionne. Parfait. Je l'ai pas testé le deck défausse, donc, mais je suis sûr qu'il y en a un très très bon qui va arriver. Stay tuned. Alors, Karazhan. Pour 5, vous invoquez une 1-1, une 2-2 et une 3-3. Donc vous avez 3 créatures sur le board, et donc une pool damage et une pool life de 6. C'est worth it. C'est worth it. Alors, je l'ai pas encore vu dans un deck aggro, parce que le deck aggro pour 5, généralement vous finissez le gars avec ou Leroy ou le démon des abîmes. Donc, dans un démoniste, je sais pas moi, token, je sais pas si ça joue dans le zoo, je l'ai pas encore vu, je suis dubitatif, mais statistiquement, c'est rentable, il faut voir. Là, je suis pas super convaincu, je pense que c'est trop tard, le tour 5 là, pour sortir cette petite ménagerie, mais ouais, il y a à voir. Pour l'instant, je l'ai pas vu, je suis pas convaincu. Donc ouais, le démoniste, écoutez, en fait, ça va être conditionné par le jeu des fosses. Si le jeu des fosses marche, ça aurait été Karazhan aurait été rentable pour le démoniste. Sinon, ah non, il n'y a rien qui va révolutionner le démon game. Le guerrier. Alors, protéger le roi. Pour 3, invoque un pion 1-1 avec provocation pour chaque serviteur adverse. Mesdames et messieurs, voici le lâcher les chiens du guerrier. Et à l'image du guerrier, alors donc chez le chasseur, ça vous part direct dans la tronche. Donc vous avez direct une force de frappe, c'est vraiment représentatif du chasseur. Et là vous vous protégez. Vous êtes vraiment dans le war. Alors actuellement, il y a un war provoque qui est abominable. Je dis pas que c'est le deck le plus OP de la Terre, mais alors pour tuer le mec d'en face, vous allez en chier. Voilà, vous allez peut-être pas gagner toutes les games, mais il y en a personne qui ne vous battra facilement. Et notamment cette carte, elle est assez rentable. Elle est vraiment sympa à jouer. Vous contre les decks aggro, vraiment, vous leur faites perdre un tour, voire plus. Donc, ouais, c'est une très belle alternative pour le war. Après, si vous le prenez différemment, et là c'est un peu plus critique, pour 1, vous faites un point de dégâts à tout le monde avec le tourbillon. À voir. Par contre, vous pouvez la comboter avec je sais plus comment elle s'appelle la carte là, qui met plus de à toutes les cartes avec provoque. Et là, du coup pour 5, vous pouvez avoir un board rempli de 2-2 avec provoque. Et là déjà c'est beaucoup plus sympa. Donc ouais, cette carte elle est vraiment pas mal. L'écrase patate. Pour 5, vous avez une 3-4.
Pas de limite d'attaque par tour, on ne peut pas attaquer le héros. Alors en gros, vous la sortez et vous allez taper comme un sourd sur des minions. Donc vous allez vous faire des dégâts, vous allez pouvoir taper 4 fois puisqu'il n'y a pas de limite. Et donc alors ça va nettoyer la table, mais ça, vous allez vous fracasser la tronche dessus. Vaut mieux jouer baston. Vraiment, il vaut mieux jouer baston que ce truc. Même si vous la boostez, il n'y a pas d'intérêt. Quoique, si vous la boostez et que vous mettiez de l'armure, ça devient sympa. Mais alors, il faut un jeu qui tourne autour, et un jeu qui tourne autour d'une arme, c'est pas possible. Donc non, cette carte pour moi, elle est absolument pas viable. Le portail de Forge-Fer. Pour 5, vous gagnez 4 points d'armure. Et allez, vas-y que je te gagne de l'armure encore. Invoque un serviteur aléatoire coûtant 4 cristaux de mana. Ça suffit, l'armure sur les wars. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est dans la philosophie du war, ça va se jouer. Vous avez votre comment ça s'appelle déjà. Vous avez votre créature, vos 4 points d'armure. Pour 5, hein, là ça aurait été pour 6, j'aurais pas dit. Mais ouais, c'est sympa. C'est sympa, ça va encore donner de l'armure au war, ça va le rendre encore plus dur à tuer. Ouais, bah, comme tous les autres portails, c'est très honnête, vous pouvez jouer avec, il n'y a pas de souci. Donc bah, le war, oui, c'est à part les crasses patates qui vraiment je trouvais hors sujet. Ouais, Karazhan c'est pas mal pour le war. Alors, on va rentrer dans le cœur du poulet avec les cartes neutres. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'anomalie arcanique. Chaque fois que vous lancez un sort, donne 1 PV à ce serviteur. Alors déjà, pour 1, vous avez une 2-1. Très très bon. Et ensuite, elle va être boostée chaque fois que vous avez lancé un sort. Donc, si vous visualisez un petit peu, dans le jeu mage, tempo, ça peut être cool. Dans un jeu druide, là au début, là, avec tous les petits sorts qui partent, ça peut être sympa aussi. Donc ouais, c'est une bonne créature de premier tour. Vraiment, il y a un truc à faire clairement avec. Mais ouais, moi je dis plus 1. Elle est jouée, je l'ai vu passer, il n'y a pas de problème. L'œuf runique. Pour 1, vous avez une 0-2. Vous piochez une carte avec le râle d'agonie. Alors, écoutez, ça aurait été une 1-1, j'aurais dit c'est nickel. Là, elle est 0-2. C'est déjà plus compliqué si elle peut pas taper. Après, si vous la mettez dans un jeu où ça booste ou quoi, vous pouvez trouver un intérêt, ou même de la genre deuxième tour, de la faire attaquer avec un sergent grossier pour infliger 2 points de dégâts, tuer un truc à 2 et piocher une carte. C'est pas mal aussi. Après voilà, les râles d'agonie où vous piochez une carte, c'est toujours sympa à jouer. Donc pour l'instant je l'ai pas encore vu dans des decks, mais rappelez-vous, tout ce qui fait piocher une carte est vraiment sympa. Et là en plus vous avez des stats, voilà, pour 1 vous avez 2 dans le but. Je l'ai pas encore vu jouer, mais je pense que ça le sera, pour le fun, au moins pour le fun. La biographe de Dédain du Néant. Pour 2 vous avez une 1-3, cri de guerre, découvre un dragon si vous en avez un dans la main. C'est un petit peu aléatoire. Est-ce que ça se joue dans un jeu dragon, ça? Bah, je viens de l'avoir, donc j'ai pas encore vu. À voir. Découvre un dragon. C'est vrai que les dragons, quand même, c'est pas mal. C'est rare qu'un dragon soit mauvais. Donc, vous avez quand même une chance sur 3 de choper un bon dragon. Ouais, à voir. Ensuite, pour 2, vous avez une 3-2 provocation. Ouais, anecdotique, ça vous dépannera si vous n'avez pas beaucoup de cartes. Alors, c'est une bête, l'araignée du garde-manger. Pour 3, vous avez une 1-3, cri de guerre, invoque une araignée 1-3. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon pour remplir le plateau. Elle est un peu faible en attaque, je suis ok. Mais au 3ème tour, vous avez quand même 2 bêtes 1-3. Dans genre un druide bête, ou même dans le jeu, vous savez, le jeu chaman dont je vous parlais tout à l'heure, qui est censé remplir le board, c'est quand même pas dégueu.
Donc je l'ai vu jouer, elle est assez worth it. En plus elle est toute mimi sur le dessin. L'illusionniste pourpre. Pour 3, vous avez une 4-3. Pendant votre tour, votre héros est insensible. Pendant votre tour. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous la sortez, le mec d'en face, il peut vous en mettre plein la gueule. Hein. Attention. C'est pendant le vôtre de tour que le héros est insensible. Donc en fait, ça se combotte avec quoi? Ça se combotte avec du démoniste pour piocher sans se faire mal. Ça se combotte avec des cartes, des classes où vous tapez. C'est bizarre. En tout cas, déjà au niveau des stats, elle est bien. Hein. C'est très très bien au niveau des stats. Maintenant, c'est clairement une carte à combo. Et faut voir un petit peu avec quoi ça marche. Là, j'ai pas grand chose qui me vient à l'esprit. Mais genre, ouais, je la vois bien chez le démoniste. Quand même chez le démoniste où il y a des cartes qui vous font mal et tout. Et là, du coup, ben, les malus de dégâts pètent. Écoutez, à voir. Vraiment à voir. Vous avez ce cher Morose qui vous accompagne pendant toute l'aventure. Pour 3, vous avez une 1-1 camouflage. À la fin de votre tour, invoque un serviteur 1-1. Ça, écoutez, dans l'absolu, c'est une bonne carte. Hein, à la camouflage, donc faut surtout pas taper avec. Elle vous fait pop un petit token tous les tours. C'est fun. Le problème, c'est que je vous en ai montré pas mal de cartes. Il y a quand même beaucoup d'AOE qui tapent à 1. Vous en avez une chez le War, vous en avez une très bonne maintenant chez le Shaman, vous en avez chez le Mage. Et si vous voulez pour 3 une 1-1, c'est pas possible. Moi je veux bien que vous le fassiez pas fort, Morose, mais là, un point d'endurance, c'est clairement pas viable. C'est dommage parce qu'elle est fun la carte. Dans un Paladin Token, franchement, c'est rigolo. Mais 1 c'est vraiment trop léger, surtout que ça sort au 3ème tour. Ouais, c'est pas possible. Mais c'est dommage, on aime tous Morose. Alors, le Zoobot. Pour 3, vous avez une 3-3, et c'est un mecha. Bon, ça, sur Karazhan, le mecha, bof, c'est un petit peu laissé aux oubliettes. Cri de guerre donne +1/+1 à une bête, un dragon et un murloc allié aléatoire. Donc, en fait, vous l'amenez, et il faut jouer un petit peu ou que ça. Mais moi, je trouve qu'il y a... Il faut au moins jouer 2 pour que ce soit rentable. J'ai un jeu démoniste Zo qui est basé sur cette carte et je joue donc les murlocs et les dragons. Et là, du coup, quand vous sortez cette carte, vous en boostez plusieurs et là, ça devient vraiment worth it. Donc, il y a des decks franchement qui sont viables. Vous pouvez un petit peu mixer les dragons et les murlocs. Essayez, vous verrez, c'est super fun. En plus, la carte fait 3 pour 3-3. Non, il y a un truc à faire. Le démoniste, en tout cas, tourne bien, je l'ai. Mais voilà, ça implique quand même une construction de deck assez rigoureuse. Ensuite, voilà. Ça, mesdames et messieurs, c'est le truc pété de cette extension. Bounce. 4 pour une 3-4. Voilà. Cri de guerre invoque une copie 1-1 d'un serviteur aléatoire de votre deck. Donc déjà, Bounce, ça peut quand même... Ça peut retourner la game. Je vous dis une connerie, vous jouez un paladin, au 4ème tour, vous avez vos 3 cartes qui débarquent, avec potentiellement peut-être une copie 1-1 de UTR, par exemple. Et vous voyez quand même que c'est facile de retourner. Puis même, voilà, tout simplement, au 4ème tour, vous avez votre 3 cartes et encore un truc à côté, qui est généralement, comme vous l'aurez choisi dans votre deck, vous aurez estimé que c'est une bonne carte, donc ce sera une bonne carte qui popera avec lui. Donc si vous voulez, il y a un aléatoire, mais il y a un aléatoire plus vertueux. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Elle est jouée dans quasiment tous les decks, toutes les sauces. Vous pouvez la comboter avec le recrutement par exemple du voleur pour vous faire une copie. Ça vous donne une chance en plus de faire une copie d'une carte qui vous intéresse. Donc ouais, je vais aller très loin, mais vraiment c'est une des cartes qui justifie l'achat de Karazhan. C'est vraiment un truc qui va se jouer. Vous allez avoir passé des barres pendant longtemps. Ça va se fondre dans tous les decks, c'est vraiment OP. Le Forge Arcane, pour 4, vous avez une 3-2, en cri de guerre, invoque un serviteur 0-5 avec provocation. Alors, c'est pas super puissant, mais c'est super chiant. Dans l'optique d'un jeu un petit peu provoque du War, par exemple, je l'ai vu jouer.
franchement c'est chiant. Hein. Quand au 4ème tour vous y arrivez une 0,5 et puis votre petite 3-2 qui pourra aller taper le mec d'en face, c'est chiant. Donc dans une optique où il vous manquera un peu des cartes et vous voulez vraiment vous protéger efficacement contre le mec d'en face, c'est pas dégueu. Et puis tout simplement, si ça vous fait du board advantage, ça temporise un petit peu si vous êtes au 4ème tour, vous voulez vous tourner un petit peu vers le mid-game plutôt que le early. Ça, de toute façon, tout ce qui rajoute du nombre sur la table, il y a vraiment des decks qui le gèrent très bien, comme le druide et le chaman. C'est pas mal. Alors, le gardien aviaire. Pour 5, c'est une 3-6. Cri de guerre, si vous contrôlez un secret, il gagne +1, +1 et provocation. Alors, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a des secrets. Il y a le paladin, il y a le mage et il y a le chasseur. Le paladin secret, même si on l'a un petit peu ramené là, il est plus trop joué. Et en fait, voilà, le problème c'est qu'elle sort à 5. Elle sort à 5. Et les secrets, ça se joue en early game. Donc il y a peu de chances que les secrets soient encore là. Donc moi, honnêtement, là, je la vois que sur le mage. Il y a un mage secret. Concrètement, il y a un mage secret à jouer, là, d'après les cartes que je vois. Et voilà, un mage secret un petit peu défensif. Et donc vous pouvez vous trouver au 5ème tour avec une 4-7 provocation. Si vous contrôlez, j'arrache pas le bloc de glace par exemple, pour citer un secret qui reste bien jusqu'à la fin. Donc je l'ai pas trop vu jouer, mais ça peut vite casser les couilles. Si vous jouez un mage qui veut casser les couilles. Alors, le magicien de la ménagerie. Pour 5, vous avez une 4-4. Cri de guerre, donne +2/+2 à une belle dragon en murloc allié aléatoire. C'est le même discours que je vous tiendrai tout à l'heure. Donc vous pouvez jouer cette carte avec le Zoobot, que je vous ai énoncé un petit peu plus tôt dans la vidéo. C'est pareil, dans le démoniste que je joue, dragon et murloc, c'est sympa. Vous avez votre 4-4, ça donne +2/+2 à une autre. C'est pas mal. Toujours pareil, voilà, il faut construire le deck autour de la ménagerie. Vous verrez plus tard, il y a le conservateur aussi, mais il y a un truc sympa à faire. Boum. Alors là, écoutez, je suis mitigé pour une seule raison, c'est que je ne l'ai pas encore testé. Je pense que je vais la tester tout à l'heure. Le prince Malkézar, sur le papier, c'est n'importe quoi. Et en plus, c'est un démon. Donc vous savez, les cartes là, chez le démoniste qui font pop des démons aléatoires, eh bien vous pourrez vous retrouver avec cette merde là, qui est 5-6 quand même, 5-6 pour 5. 5ème tour, je pense que c'est un must-have. Et puis, voilà, tout simplement, voilà, ça aussi, elle justifie entièrement l'achat de Karazhan. Écoutez, quand la partie commence, ajoute 5 serviteurs légendaires dans votre deck. C'est-à-dire que pour vous, mes petits, pour les plus modestes d'entre vous, qui n'ont pas beaucoup de cartes, ou qui commencent au Hearthstone sur le tard, en ayant cette carte, eh ben, vous aurez des légendaires dans votre deck. Alors certes, c'est random, vous pouvez avoir 5 mages de Talnos, et encore que c'est une très bonne carte. Vous pouvez avoir 5, je sais pas moi, le Natpagel corrompu, voilà. Eh ben, franchement, de rajouter déjà 5 cartes dans un deck, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, ça vous donne des possibilités supplémentaires. Le seul bémol que j'y mets, c'est que dans un deck ultra construit, où vraiment il vous faut ces cartes, vous comptez sur la pioche pour développer votre deck, genre un jeu miracle, voilà, vous rajoutez 5 cartes qui vont ralentir votre progression et potentiellement vous rajoutez des cartes que vous risquez de ne pas trouver bonnes. Donc si vous voulez, le fun de cette carte est total, est absolu, mais dans un deck ultra construit, où vraiment vous comptez sur un combo spécifique pour tuer, je sais pas si elle est la bienvenue. Par contre, pour tout le reste, du War qui se défend, vous savez les fameux decks avec Elise par exemple. Alors là, vous avez la carte qu'il vous faut. Donc j'attends de l'avoir joué, mais je pense que quasiment elle va rentrer dans tous les decks. C'est la vraie bonne carte avec Barnes. Alors, le rôdeur des douves. Pour 6, une 3-3. Ça commence très très mal. Cri de guerre, détruit un serviteur. C'est déjà mieux. Râle d'agonie, réinvoque ce serviteur. Alors, attendez. Alors, sur le serviteur d'en face, c'est moisi. Par contre, si vous le faites sur les vôtres, genre vous arrivez, vous invoquez, vous avez Sylvanas, vous la détruisez, vous chopez une bébête d'en face, quand lui il meurt, ça réinvoque Sylvanas. Et c'est pas mal ça.
Bon, c'est lourd, hein, parce que bon, du coup, la truc elle est 6, quoi, ça vous fait... c'est quand même pas mal, c'est quand même gros à sortir. Mais si vous avez des rats d'agonie un petit peu sympas à déclencher, c'est pas mal. C'est pas mal en fait, là, quand on réfléchit un petit peu. J'allais la bâcher la carte, moi j'allais faire mon gros bourrin. Écoutez, à voir. Je l'ai pas encore vu tourner, mais il y a une potentialité lourde mais rigolote. Putain, le dessin il est énorme. Wyrm de bibliothèque. On a tous une Wyrm dans la bibliothèque. C'est un dragon. 6 pour une 3-6. Cri de guerre. Détruit un serviteur adverse avec 3 d'attaque ou moins. Si vous avez un dragon en main. Au tour 6, de détruire une créature qui a 3 d'attaque ou moins. Bof. Bof, bof. Il faut avoir un dragon dans la main. Et elle a que 3 points d'attaque. Je suis pas super convaincu. Ouais. J'essaie de voir là au 6ème tour c'est quoi les dragons. Est-ce que vous préférez mettre ça dans votre deck ou le dragon là qui devient 9-9 si le mec en face a 15 PV ou moins? Dans une optique de contrôle, j'ai envie de vous dire qu'il vaut mieux celle-là. Mais quand même, vous détruisez une petite créature à un moment où vos grosses pourront faire la différence. Bon, ça lui fait péter une créature quand même. Il faut un dragon en main. Bon, ça, dans un deck dragon, normalement, vous avez la construction qui est faite pour. Et elle a que 3 d'attaque. Je suis mitigé. À voir, je n'ai pas encore vu jouer celle-là. Le conservateur. Pour 7, une 4-6. Un méca. Bof. Provocation. C'est déjà mieux. Cri de guerre, vous piochez une bête, un dragon et un murloc dans votre deck. Et là, vous voyez, la carte se joue avec le magicien de la ménagerie et le zoobot. Voilà, le jeu conservateur que j'ai en druide, que vous pouvez jouer en guerrier aussi, et en démoniste. Ouais, ben voilà, c'est basé sur ces 3 cartes. Le conservateur va vous... Les autres vont les booster, le conservateur vous les amène. C'est sympa, vraiment, ça vous fait piocher du monde. Ouais, il y a un truc qui est vraiment sympa à faire avec. Nous arrivons donc aux 2 dernières cartes. Vous avez Medivh, donc la preuve qu'on peut avoir un héros et sa carte. Donc maintenant on attend tous les légendaires qu'on a vus, on les attend en héros. Hein. Donc on nous a montré que c'était ça. Medivh le gardien, donc vous avez la version Karazhan de Medivh. Pour 8, vous avez une 7-7. Je rappelle que c'est neutre, hein. On pourrait croire que c'est une carte mage, non, c'est bien neutre. Cri de guerre, vos équipes d'Atièche, grand bâton du gardien. Alors, qu'est-ce que Atièche vu que c'est pas précisé là, je vais vous le dire. Atièche, c'est un bâton 1-3 qui invoque un monstre aléatoire quand vous lancez un sort. Donc, la carte est worth it. La carte vous donnera clairement un petit avantage dans la mesure où vous aurez un bâton pour taper. C'est quand même dommage de taper avec le bâton parce qu'il a que 3 points d'endu et il fait qu'un dégât. Il vaut mieux quand même balancer vos spells. Et bon, vous avez votre 7-7 pour 8. Je sais pas si c'est worth it, je l'ai pas encore vu jouer. En tout cas, c'est super fun. Est-ce que ça joue dans un match tempo? C'est discutable. Je sais pas en fait, faut voir, ce que ça nous dit. En tout cas, la carte est fun et je me prononce pas trop sur l'efficacité vu que je l'ai pas encore vu jouer, mais voilà, enfin, à part le, je sais même pas si le voleur miracle, le druide miracle, à voir, mais ça me paraît lourd quand même. Et voilà, pareil, une des cartes qui a changé la méta, le géant arcanique dans la lignée des géants 8-8 pour 12. Alors lui, comment vous allez le baisser? Coûte un cristal de moins pour chaque sort que vous lancez dans cette partie. Et là, c'est puissant. Il rentre dans tous les decks à spell. Il rentre dans le guerrier, il rentre dans le voleur, il rentre dans le druide. Donc en fait, c'est vraiment OP cette carte. Là par contre, donc vous allez balancer mass spell. Dans des jeux Yogg-Saron, vous voyez, à la fin de la partie, vous pouvez tuer avec ces 2-8-8 ou éventuellement Yogg-Saron. Là pour le coup, c'est hyper rentable. Donc il y en a qui poussent le vice, là ils vous l'invoquent, ils le jouent en voleur, donc avec max spell, ils font recrutement dessus, ça fait que elle remet dans la bibliothèque, elle coûte 0. C'est vraiment sympa comme carte, je vous la recommande dans beaucoup de decks, elle est très puissante, très facile à jouer, très fun. Donc ouais, une vraie bonne surprise qu'ils aient pensé à faire ce style de géant.
Et ben voilà, on a fait le tour. Alors, par quoi on peut finir? Est-ce que Karazhan, c'est une aventure sympa? Oui, elle est très très fun. Si vous étiez fan de l'instance d'en haut, honnêtement, il y a plein de délires et d'allusions qui sont restitués. Je vous recommande vraiment cette aventure pour le fun et je vous la recommande pour les cartes. Il y a des cartes vraiment vraiment indispensables. Je pense à Barnes et au Prince Malkézar. Je pense qu'il y a vraiment moyen de changer la méta avec ces cartes. Donc ouais, faites-vous plaisir, faites-vous péter Karazhan. De toute façon voilà, quand ils sortent des aventures, c'est clair que voilà quoi, c'est Blizzard, c'est assez mercantiliste. Ils vont faire en sorte que vous achetiez le truc. Donc ils vont vous mettre des cartes pétées. Mais là pour le coup, il y a vraiment en fait voilà, le Prince Malkézar, je le répète, pour les mecs qui n'ont pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de cartes. De mettre cette carte dans votre deck, ça va vous rajouter énormément de fun, ça vous met 5 légendaires, donc ça va augmenter vos possibilités, ça va vous faire jouer des cartes que vous avez peut-être pas. Donc moi vraiment je vous recommande, ne serait-ce que pour elle je vous recommande, et même Barnes et tout, ce sera vraiment des trucs qui vous donneront un gros boost dans votre deck. Voilà, écoutez, j'espère que cette review de Karazhan vous a fait plaisir, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur les cartes et tout, si vous pensez à des combos, voilà, il n'y a aucun problème, c'est toujours sympa de partager un petit peu vos expériences, même votre decklist, n'hésitez pas. J'adore aller chercher les inspirations sur des decks, extérieurs. On a 18 slots, généralement je me fais 9 decks à moi. Et ensuite, je vais en chercher 9 autres de la même classe pour avoir à peu près 2 decks de chaque classe. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi je fais mes quêtes journalières, j'aime bien varier, donc j'essaie voilà, de jouer toutes les classes. C'est un jeu qui est ultra riche, il y a vraiment un intérêt à jouer chaque classe. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je fonctionne plutôt comme ça. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Hearthstone, qui sait, pour tester les nouveaux decks de la méta. Bye bye!